Petit b, la vie physique. Petit alpha, la plus courte distance d'un point à un autre, de la vitesse de la lumière à celle de la flèche. La vie sensible n'est que l'expérience élémentaire du sensorimoteur. Le mouvement, même en sa morphologie élémentaire, ne peut être réduit à cet état. Nous mettrons en évidence toute une activité négligée ou sous-estimée par les spécialistes. Elle n'est que l'expression la plus banale du corps humain. Mais, en même temps, elle propose les axiomes de base du mouvement de la verticalité. Il s'agit des trois impulsions du mouvement, celle dont la combinaison permet l'élémentaire gestuel de la vie physique sous son aspect musculaire athlétique. Courir, sauter, lancer. Ces trois expressions de la motricité sont d'apparence anodines. Pourtant, si nous les sélectionnons, c'est qu'elles deviennent le support de la civilisation, de l'hellénisme, de la célébration olympique. De là notre interrogation. Comment le corps du prématuré, ou Homo erectus, peut devenir beauté vivante? Nous ne ferons qu'indiquer le mouvement de ce transformisme. Le symbolisme immanent propose la plus belle figure emblématique du mouvement, qui est aussi le plus grand moment de la phénoménologie, l'archer. Il décoche la flèche dans l'espace et le temps de l'être. Il s'empare de ces deux attributs lorsqu'il atteint sa cible. C'est le passeur de l'être au genre. C'est la finalité du genre, la prédation, qui s'accomplit par le mouvement même de l'être. L'archer vise une proie et atteint une cible. Il accomplit sa fin, le mouvement de l'être. C'est qu'après l'immanentisme, la plus fulgurante et immédiate relation de l'espace et du temps est la vitesse de la lumière, la mesure proposée par l'être. L'archer s'inscrit dans cette spatio-temporalité. Il crée, lui aussi, la plus courte distance d'un point à un autre, la vitesse de la flèche. Elle reprend l'étalon du temps cosmique pour lui substituer l'étalon du temps humain. La plus courte distance de l'intention à la réalisation, de la fin et du moyen, de la causalité à la finalité. La vitesse, la plus grande vitesse, reprend l'immanence. Elle n'est autre que le plus petit espace-temps que l'humain peut fabriquer pour créer sa propre temporalité et sa mesure. Toute conduite, tout acte se constitue selon ce principe qui va de l'immanence ontologique à la plus courte distance du moyen et de la fin, de l'intention à la réalisation, plus courte distance qui se développera en conduite de détour, de médiation, le moyen se développant en finalité. L'étalon du temps, la vitesse de la lumière, est devenu la mesure du geste. Le plus de mouvement possible dans le temps le plus court. C'est la meilleure économie politique du temps, un principe de création, la maximalité créatrice. C'est le même mouvement, la trajectoire de la flèche et la trajectoire de la lumière, qui se confondent pour créer la meilleure verticalité qui soit possible, la meilleure forme, celle qui est alors esthétique. Alors, la verticalité prend tout son sens. Elle est ce mouvement descendu des étoiles à la vitesse de la lumière pour, les pieds sur terre, viser le ciel. Le geste de la flèche
ce qui est toujours plus haut. L'horizon est alors le prochain et le lointain. Le plus court chemin d'un point à un autre, maxime de la praxis, mesure de la lumière. C'est le moment parfait qui prend forme esthétique et qui propose aussi le fondement éthique de l'échange, de l'engendrement réciproque, de la meilleure relation possible du temps et de l'espace, après l'immanence ontologique, le fusionnel. Ce moment est celui du principe cosmique, mais est aussi celui du principe du genre, de point l'instant. Il ordonne le macro comme le micro. Cet instant est aussi la plus petite unité d'existence. Le battement du cœur, la respiration, la scansion organique de l'émotion, du sentiment. Alors, l'instant retrouve la contraction originelle du temps et de l'espace. L'être en soi, le retour à l'immanence, ce qui peut s'éprouver dans la fulgurance d'un regard. Ah, vous que j'aurais aimé, vous qui le saviez. Comme un éclair, fulgurance de lumière, c'est le paradoxe de la verticalité. Pour s'accomplir, elle doit viser vers le haut, le toujours plus haut, pour ne pas perdre son élan, son équilibre, sa raison d'être. On fait l'autre. Petit bêta. Saisir et lancer. L'unicité du lancer. L'arc n'est possible qu'au seul animal qui dispose à la fois de la main et de la verticalité. Pourtant, le primate, lui aussi, se dresse, lui aussi dispose d'une main, mais toujours en tant que bifonctionnalité de celui qui reste à mi-parcours. S'il se dresse, il ne reste pas debout. La patte ne fait main qu'un instant, tantôt patte, tantôt main. L'Homo erectus a définitivement écarté cette bifonctionnalité, cet opportunisme du primate qui joue sur les deux tableaux. Il écarte toute réversibilité et ambivalence. La patte est définitivement évacuée. L'Homo erectus appréhende pour lancer. Le primate, singe supérieur, ne fait que prendre et jeter. Chez l'un, il y a continuité et synthèse. Chez l'autre, discontinuité et juxtaposition. L'Homo erectus appréhende aux deux sens du mot, prendre et saisir par l'esprit. Prendre et saisir par l'esprit. Il ne fait que mettre en pratique l'homme originel, l'intentionnalité qui chemine vers une finalité. S'il appréhende, c'est selon une intentionnalité. L'appréhension est une sélection. Prendre pour le primate n'est que le réflexe conditionné de l'espèce qui ne prend que ce que son ADN lui ordonne de prendre. Le gestuel du primate n'est qu'une récitation de son génome. Celui-ci ne traduit pas la continuité, mais la discontinuité irréductible du jeu de pattes et du jeu de mains. Le comportementalisme du primate témoigne de cette rupture. Il prend avec la main ce dont la patte ne sait que faire. C'est ce qui étonne, suscite le rire, le soudain hiatus entre la nécessité d'un geste et son immédiateté gratuite. L'intention sans finalité ne peut que gesticuler le non-sens. Certes, l'homme naît sans croc, sans griffes, sans venin. Prométhée avait fait un constat exact de sa situation originelle. Mais le superarmement des autres espèces ne les condamne-t-il pas à une fixation ontologique, alors que l'homme peut se séparer de l'être
grâce à sa maîtrise de la verticalité, qui lui confère déjà la maîtrise du temps et de l'espace. L'humain, avec la patte main et la verticalité, accède à l'équipement nécessaire à l'élémentaire praxis. Il peut appréhender pour lancer, il peut cueillir et chasser. Ce sont les activités inhérentes à la verticalité. Certes, le primate peut lui aussi cueillir, certes, le carnivore chasse, mais sans arc, sans flèche, sans l'archer, sans le lointain et le prochain. Pour l'humain, la cible se substitue au gibier, la conduite finalisée à la chasse gardée. Voilà. Copieux toujours. Le petit B, le petit alpha. Le petit bêta est quand même peut-être un peu plus facile à comprendre que le petit alpha. À ce moment-là, je ne comprends pas bien pourquoi il choisit parmi l'élémentaire, enfin les impulsions du mouvement, les combinaisons possibles avec le courir, sauter, lancer. Pourquoi celle-là, pourquoi pas d'autres, je ne sais pas. Il y a d'autres choses sans doute qu'on pourrait... Pourquoi aussi choisir dans la praxis l'archer en fait, qui aussi est quand même, c'est un développement tardif de la praxis, quoi, l'arc et la flèche. Hein, ouais, mais aussi peut-être que là, ça lui donne le moyen, si tu veux, de faire montrer, là, il y a l'espace. Oui, c'est ça, c'est son côté. Il y a l'intentionnalité, il y a l'espace, il y a le temps. Donc ça met un peu en relation ces trois choses. Alors c'est peut-être quelque chose d'emblématique, c'est un peu, oui, c'est un peu pour ça qu'il le dit. Il dit le symbolisme immanent oppose la plus belle figure emblématique du mouvement, qui est aussi le plus grand moment de la phénoménologie. L'archer, il décoche la flèche dans l'espace et le temps de l'être. Il s'empare de ces deux attributs lorsqu'il atteint la cible, sa cible. Il s'empare de ces deux attributs lorsqu'il atteint sa cible. C'est le passeur de l'être au genre. C'est la finalité du genre qui s'accomplit par le mouvement même de l'être. Je vois pourquoi il fait appel à la vitesse de la lumière. Mais oui, Il ne reprend pas un des principes de la physique qui est le principe de Fermat qui dit que la lumière prend le chemin le plus court en fait, quoi. Il y a une espèce d'efficacité dans la matière quelque part. Et là il semble essayer de faire un parallèle par rapport à ça, quoi. Il dit à un moment donné c'est pas évident, mais ah oui, voilà, c'est ça. Les talons du temps, la vitesse de la lumière.
est devenue la mesure du geste, c'est-à-dire le plus de mouvements possible dans le temps le plus court. Comme une recherche d'efficacité dans la praxis quand on arrive à l'arc et à la flèche, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un bel exemple de, comment dire, de la compréhension de l'espace, du temps, des forces. On met en jeu le proche et le lointain, en fait. C'est vrai que l'animal, lui, il est quand même... même s'il est loin, à un moment donné, il va forcément se rapprocher, quoi, pour atteindre sa proie. Tandis que là, l'homme, il a construit tout un ensemble qui lui permet d'accéder très rapidement au lointain. Il y a un espace constitué dans sa tête, ouais. Il y a un temps aussi constitué dans sa tête. Il n'a pas l'animal. Un souci d'efficacité, quoi. Lui qui n'est pas si bien que ça équipé au départ, en termes d'outils, quoi, on va dire. Même s'il a ses verticalités. Ouais, moi, je comprends un peu le... Il y a la phrase, là. Bon, déjà, Gull, il dit qu'il part de courir, sauter, lancer, et puis il revient pas. Donc, ou alors c'est peut-être plus loin, je me rappelle plus, il me semble qu'il y revient plus tard, mais il veut en fait caractériser le mouvement, quoi. Hein, donc, du coup, il nous propose de courir, le lancer, le sauter comme étant les éléments fondamentaux du geste, quoi. Enfin, du mouvement corporel. Il dit, pour être exact, il dit si nous les sectionnons, c'est qu'elles deviennent le support de la célébration de l'énisme et de la célébration olympique. Alors, est-ce que c'est parce que est-ce le support ou est-ce que c'est pour illustrer Ah, tiens. Ça va. Je suis d'accord qu'il dit ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne revient pas après. Il débouche sur l'archer, il fait de l'archer une espèce de figure. Voilà. Du lancer de flèche, de figure. Ouais. On voit pas trop le lien entre l'archer et finalement qui lui lance certes, mais ne court pas, ni ne saute. Ouais, mais c'est bien parce qu'il a couru avant, qu'il s'est dit ça va être plus sympa de tirer une flèche, quoi. Ah. Non, alors je sais pas, est-ce qu'il le courir, sauter, lancer, est-ce qu'il s'en sert uniquement, d'après sa phrase, ça serait ça, quoi. S'il le sélectionne, c'est qu'elle devienne le support de la civilisation helléniste, point. De là notre interrogation, comment la beauté du prématuré, le mot erectus peut devenir beauté du fond. Et après, il part sur l'archer. Le symbolisme immanent propose la plus belle figure emblématique. On a presque l'impression qu'il traite ça comme une mise en relation du temps et de l'espace, finalement, dont l'intentionnalité finalement est posée comme les mettant en relation, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une
En fait, il traite là de la mise en place de catégories qui n'existent pas au moment où il en parle. Quoi. Parce que ça, c'est des trucs en train de se faire. Quoi. Qu'est-ce qu'un archer qui tire une flèche Dans ce passage, je vais encore énerver de nous, mais ça me fait penser à Guy Debord. Oui, j'adore. Bah ouais, une espèce de... Enfin, comme s'il y avait eu un temps de non-séparation qui était celui de la non... Je suis pas devorien, je m'en fous, mais je veux dire comme s'il y avait une espèce d'origine où tu avais une contraction maximale du temps et de l'espace, qui serait en fait le moment de la vitesse de la lumière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis que du coup là, ce qui t'explique, c'est que cette vitesse de la lumière comme étant la plus rapide, la plus grande qui puisse exister, c'est-à-dire finalement le moment le plus rapide, quoi, la flèche la plus rapide, elle était un truc qui travaillait en permanence tous les mouvements de flèche existants, qui vont être eux beaucoup plus longs et qui du coup vont justifier qu'on différencie intentionnalité, intention et réalisation, moyen et fin. Ah non, tu vois comme ça. Et que donc la médiation naît à ce moment-là. Une césure, tu vois. Je suis pas du tout je suis loin d'accord avec ça, mais je veux dire une vision unifiée de ce truc-là, hein, mais je vois pas comme ça. Non. C'est pas il projette pas sur toutes les vitesses sur une vitesse matrice qui serait la vitesse de la lumière. Quoi. Je pense pas qu'il fasse ça. Peut-être qu'il montre l'importance de la relation de l'espace et du temps, et qui là, alors il y intègre la notion la notion d'intentionnalité là-dedans, qui vient un peu là comme qui coiffe un peu le tout, quoi. Mais parce qu'à la fin, tu vois, tu as ce côté... ce mouvement est celui du principe cosmique, mais est aussi celui du principe du genre, de point, l'instant. Ouais. Il ordonne le macro comme le micro. Cet instant est aussi la plus petite unité d'existence. De point, le battement du cœur, la respiration, la spansion organique de l'émotion, du sentiment, etc. Alors, l'instant retrouve la contraction originelle du temps et de l'espace, l'être en soi, le retour à l'immanence, ce qui peut s'éprouver dans la fulgurance d'un regard. Oui, ça c'est pas... Bah, je sais pas. Tu vois, il y a un côté vraiment... Je pense, dans tous les cas, je pense pas que Kouska soit pour, en général, hein, d'ailleurs il le montre par sa critique de Heidegger, pour un retour à une sorte d'état édénique d'un avant qu'on aurait perdu, ce qui est le cas de Heidegger. Alors que lui, si tu veux, il t'explique, que ce soit l'antéprédicatif ou d'autres choses, comme un avant, effectivement, mais qui est vécu comme un évolutionniste. C'est pas vouloir revenir à quelque chose. Ah oui. C'est plutôt de savoir si la médiation est un truc qui est nécessaire et qui est une humanisation, ou est-ce que c'est un truc qu'il faut en permanence réduire. Tu comprends ce que je veux dire ? La médiation, c'est-à-dire... Quand il te dit, par exemple, regarde, la vitesse, la plus grande vitesse, reprend l'immanence. Elle n'est autre que le plus petit espace-temps que l'humain peut fabriquer pour créer sa propre temporalité et sa mesure. Toute conduite, tout acte se constitue selon ce principe qui va de l'immanence ontologique à la plus courte distance du moyen et de la fin, de l'intention à la réalisation, plus courte distance qui se développera en conduite de détour, de médiation, le moyen se développant en finalité. Donc, là, je ne comprends pas si ce qu'il veut te dire, c'est qu'en fait, l'humanité, en gros, c'est le fait d'instaurer des médiations et de médiatiser le désir, en gros, pour le dire de façon un peu abstraite, ou si c'est que c'est une humanité qui est en permanence travaillée par le fait de vouloir réduire ce dissensus entre le temps et l'espace en augmentant la vitesse, et de retrouver cette espèce d'instant, tu vois. Et là-dedans, enfin, je sais pas comment vous comprenez-vous, mais moi, ça me fait vraiment penser à ça, parce que... outre, si on met de côté le côté descendu du ciel, tout ce truc là, c'est vraiment le sujet, quoi. Tu vois, il superpose les deux vitesses, quoi. Il dit la vitesse de la flèche et la vitesse de la lumière, quoi.
Mais est-ce que la vitesse de la flèche, elle doit tendre vers la vitesse de la lumière, ou est-ce que finalement, c'est pas justement... on y est, quoi, c'est-à-dire qu'on n'ira jamais à la vitesse de la lumière, mais c'est en même temps ce qui fait toute la médiation et la nécessité, tu vois. Ouais, c'est des trucs, sans doute, bon, il y a des éclairages peut-être qu'on aura après, quoi. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu peux essayer de réexpliquer on vote en touche, mais... d'une autre manière, parce que ça a l'air intéressant, mais j'ai du mal à comprendre vraiment ce que tu veux dire, mais j'ai du mal à comprendre tout le passage en fait. T'as l'air de comprendre quelque chose. Si tu veux, là-dedans, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que là, avant, tout ce qu'on a fait avant, là, il parlait de la verticalité. Et il te disait, la verticalité, c'est important, c'est ce qui fait qu'on commence à faire naître temps et espace, qu'après ils s'engendrent réciproquement, etc. Après il y a l'équilibre, et là on était arrivé dans le mouvement, et puis il y avait tout le passage un peu sur le corps, là, qu'on venait de voir juste avant de partir boire un café. Et ce qu'il te dit là, au début du passage qu'on vient de lire, il te dit, en gros, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il te dit, le mouvement, même dans sa morphologie élémentaire, ne peut être réduit à cet état. Donc il dit, il va falloir regarder de plus près, quoi. Il va falloir qualifier le mouvement, quoi. Et donc, l'archer, ça va lui servir, métaphoriquement peut-être, pour justement essayer d'être plus précis. Qu'est-ce qui est important dans le mouvement? La vitesse, elle n'est pas encore apparue avant. Alors que là, quand tu as le temps, l'espace, tu as la spatio-temporalité, tu as nécessairement le rapport de l'un et de l'autre, c'est-à-dire la vitesse, quoi. Donc il faut qu'il fasse venir la notion de vitesse. Donc la notion de vitesse, elle apparaît là-dedans. Et sa notion de vitesse, il explique que c'est la vitesse de la flèche, quoi. Donc il met ça en relation, il te dit il y a une notion de vitesse, parce que quand on veut chasser une proie, ce qu'on obtient à la fin, c'est pas juste la proie, c'est le but, donc on s'est assigné un but. C'est-à-dire que le but c'est plus conceptuel que la proie, si tu veux. La proie c'est d'ordre du besoin, du moyen de survie, si tu veux, alors que tu as fait de ta proie un but à atteindre. Donc tu as instauré une médiation conceptuelle et tu t'es donné les moyens d'atteindre ta proie. Et tu vas mesurer cette capacité à atteindre ta proie, qui est donc devenue un but, par la vitesse à laquelle tu l'as fait. Et dans le paragraphe central là, de la page 122, et puis un petit bout du suivant, avant que tu partes dans les étoiles, là, il y a un rapport à la vitesse de la lumière, qu'il te décrit comme étant la vitesse de l'immanence, je ne sais plus quelle était la formulation, je la retrouve, l'étalon du temps cosmique. Voilà. Donc comme tu disais tout à l'heure, il est très cosmique, Kluskar, dans sa façon de dire. Mais à partir de ce moment-là, ce qu'il essaie de t'expliquer, c'est que c'est justement à l'aune de cette vitesse qu'on va pouvoir... la vitesse va en fait du coup désigner l'étalon. Alors, dans le cas de la vitesse de l'archer, ce sera... Dans la vitesse de la lumière, c'était l'étalon du temps cosmique. Dans le cas de la vitesse de la flèche, c'est l'étalon du temps humain. Et il te définit cet étalon du temps humain comme étant la plus courte distance, de l'intentionnalité à la réalisation, de la fin au moyen, aujourd'hui du moyen à la fin d'ailleurs, et de la causalité à la finalité. Donc qui sépare les deux, qui va te permettre de voir ce qui différencie les deux à chaque fois, ces couples-là, qui posent comme étant antagonistes. Mais du coup, derrière, c'est comme si la vitesse enfin, c'est très métaphorique, il te dit la vitesse de la flèche reprend l'immanence. Donc je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est une vitesse qui a en puissance la cosmologie de la vitesse de la lumière, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent, qu'on est séparé? Et là-dedans, j'ai pas la réponse. Hein. Le texte n'est pas explicite. Enfin, ou alors, je veux bien qu'on m'explique, parce que c'est pas évident au premier abord. Quoi. C'est-à-dire qu'il joue avec des catégories là, du point de vue de l'être qui sont pas constituées encore. Quoi. Que ce soit le temps, substance, ce qu'il appellera l'espace, on va dire une perception de l'espace humain, que ce soit l'intentionnalité, ces catégories-là, du point de vue d'où il parle, ne sont pas encore constituées. Donc il essaye de mettre en relation ça,
tout en n'ayant pas ces catégories. Et alors, ça donne quelque chose d'assez cocasse. Dit la vitesse n'est autre que le plus petit espace-temps que l'humain peut fabriquer pour créer sa propre temporalité et sa mesure. Je crois que... En fait, je me rappelle d'une expérience, mais dans la lignée de Pavlov, sur les singes, mais ça fait beaucoup de dizaines d'années que cette expérience a été constatée, comme le fait que les singes ils peuvent se saisir d'un bâton pour pouvoir atteindre un objet qu'il veut, dont il veut se saisir. Oui, il y a des donc il y a quand même expériences, intentionnalité, il y a la notion des moyens, cet objet pour, et puis les notions de l'espace. En fait, il faut qu'il y ait le tour parce que ça fait, en fait, c'est une connaissance soi-disant acquise depuis beaucoup d'années. En fait. Donc, je ne sais pas. Il y a des fragments d'intentionnalité chez les grands singes. Quoi. Et l'homme, il a la possibilité de se mettre à quatre pattes, en fait, que la main ne vient pas, mais c'est pas sa posture conceptuelle. C'est pas sa posture normale, je veux dire, commune, mais il a toujours la possibilité que la main ne vienne pas, d'être à quatre pattes. Ah bah si c'est long. Je me demande, les enfants sauvages, sans doute que eux se retrouvent. Si t'as pas la. Les bébés qui apprennent à marcher aussi. Si t'as pas l'éducation, tu te retrouves vite à quatre pattes, quoi, sans doute. Je sais pas. Mais il faudrait dire des trucs sur les enfants sauvages. Enfin, j'imagine que c'est très lié. C'est très lié à ça l'éducation. revient vite, la verticalité. L'intentionnalité des primates, c'est saisir et lancer aussi. C'est une fonction commune. Et quand les singes prennent des choses dans les jardins zoologiques et puis des bananes aux gens qui sont les enfants, les gens qui sont dans les zoos, Avec quelle intention pour jouer. Ludique. Ouais, ludique. Mais est-ce qu'il limite pas, je sais pas, peut-être qu'il limite l'homme. Non mais je crois que c'est là, les passages là, que je ne comprends pas sont sans doute assez matérialiste. Hein, quoi. Enfin, il cherche, si tu veux, une approche quand même matérialiste très basique, quoi, de l'évolution. C'est peut-être pour ça que ça paraît parfois un peu. J'ai peut-être enfin une piste là sur pourquoi il essaye de mettre la vitesse de la lumière en rapport avec l'archer. C'est aussi parce que la vitesse de la lumière, c'est ce qui nous permet de percevoir aussi les objets. Nous, on ne fait que par la perception, percevoir les traces
de la matière en fait. Hein. Et ça vient effectivement à la vitesse de la lumière. Peut-être c'est ça qu'il essaye de mettre en relation, quoi, le fait que la matière là se déplace à des vitesses réduites, la flèche par exemple, mais en même temps, ce qui nous permet d'organiser tout ça, c'est bien la perception de la lumière par les traces qui descend effectivement des étoiles d'ailleurs, hein, la lumière elle descend des étoiles aujourd'hui, et c'est à la vitesse de la lumière qu'on perçoit l'espace et le temps. Quoi. Donc il y a bien ces deux vitesses qui sont mises en relation, hein, la vitesse de la lumière, pour percevoir instantanément ou quasi instantanément notre environnement, et en même temps une vitesse qui est plus à notre échelle, qui est la vitesse d'une matière sur Terre, hein, des déplacements sur Terre. Hein, peut-être c'est ça aussi qu'il veut essayer de mettre en relation, sinon après on peut voir le côté aussi toujours l'espace et le temps aussi, hein. La vie sur Terre elle est faite aussi du support originel aussi, quoi. C'est quel espace et quel temps dont tu parles? Moi j'ai l'impression que c'est un espace et un temps qui n'est pas le temps substance dont il parle pour l'homme de ce qu'il appelle le naturel, de la phénoménologie, qui vit déjà dans un espace, si tu veux, où ce sont les catégories de la praxis qui constituent cet espace. Donc il parle d'un autre temps, d'un espace qui n'est pas, en tout cas qui n'est pas celui-ci, et d'un espace qui n'est pas non plus celui-ci. Il essaye peut-être de mettre en relation cet espace, ce temps, et en y essayant d'y intégrer la catégorie d'intentionnalité qui n'est pas, comment elle réunit cet espace et ce temps qui n'est pas encore une fois l'espace et le temps qui sera finalement celui de l'humain, de l'homo, de l'homme naturel. Voilà. C'est une piste, je n'ai pas de... Enfin bon, le temps, par exemple, il faudrait relire des trucs de Saint-Augustin ou des choses comme ça, la conception du temps de Saint-Augustin. Bon, c'est vrai que c'est des choses qui sont... dans l'idée d'une praxis, donc ont une certaine forme, une certaine substance, mais qui, j'ai l'impression, moi, qu'il ne se positionne pas de ce point de vue-là. Il se place avant, en amont de la genèse de la praxis. Donc il essaye d'expliquer par une position externe, quoi, donc la mise en relation de l'espace, du temps. Voilà. Donc mais je ne pourrais pas en dire plus puisque je ne saisis pas la globalité de ce temps.